eh ben, ça m'aide à deviner, ou plutôt à analyser, c'est pas du tout deviner, hein, parce qu'il y a des paramètres très concrets, Mhm, qu'est-ce qui augmente le potentiel de succès d'un projet. Après, je suis montée en compétences, j'ai commencé à créer des formations, j'ai aussi enseigné à l'université à Genève, Blockchain and News Technologies, mhm. évidemment, avec mes premiers apprenants et avec les premières personnes qui ont regardé ma chaîne YouTube. On a fait des très jolis bénéfices sur la montée. Ensuite, on s'est bien amusé lorsqu'il y a eu le creux en été 2021, que ce soit la mienne ou une autre, mais il faut vraiment suivre une méthode, hein. Tu Mhm. connais bien ça, Fred. Et, Bien sûr. ceux qui avaient réellement suivi la méthode, eux, ils avaient plein de cash pour acheter plus bas. Et ça devenait ingérable. Donc, j'ai commencé à créer les scores de Chantal. C'est un logiciel. Et ça, c'est mon bébé. C'est le truc. C'est là où je passe la majorité de mon temps. Pour eux. Le principal défi pour eux, c'est de trouver où est l'argent. Mhm, On retombe à 15 000. Oui, bien sûr, ça va redescendre. On est encore loin du halving, hein. On va encore avoir des points d'entrée intéressants. Surtout qu'il y a des grosses qui vont encore faire x10, x20, hein, mais ça représente énormément d'heures d'études pour trouver les bonnes. Ah ben, un tuyau pour ton audience, je viens d'acheter hier soir. Mais on parlera des narratifs super, tout à l'heure. super. Je crois que tu as prévu d'en parler. C'était Mhm, facile de faire poisson. Moi, j'en ai acheté en 2020 à 2 centimes parce que je l'avais repéré. Et il y a des moments où il faut acheter des tout petits market cap quand ils sont de super qualité et qu'ils ont un joli potentiel. Mais là, il mhm, faut être diversifié parce qu'il y en a quand même une partie qui vont disparaître. Même si mhm, l'équipe est géniale, même si le projet est génial, ils peuvent très bien, je sais pas moi, se faire zigouiller par leur gouvernement ou avoir un employé malfaisant qui part avec la caisse. Et il y a mhm, quelques pépites, hein. Et ça, moi, c'est ce que j'adore faire, c'est ce que j'adore acheter, hein. Le projet, mets-toi dans la peau du chef de projet. Au début, il a besoin d'argent mhm, pour payer ses développeurs. Il n'a pas encore fait le lancement de son token. Il a besoin mhm, d'argent. Donc, il va voir des gros comptes. Il leur dit, achetez-moi quelques tokens bon marché. Je vous donne un paquet de tokens à très bas prix. Vous me donnez un paquet d'argent. Et c'est normal que les VC, là, les venture capital, les capital risques, c'est normal qu'ils achètent ça à très bas prix parce qu'ils prennent beaucoup plus de risques. Tao BitTensor, c'est tellement génial. Le concept est génial. Le développement est génial. Il y a plein de développeurs qui bossent gratuitement là-dessus. C'est open source. Mais c'est un ovni. Il Mais faut un coup de quand bol, ça quoi. se réalise. Voilà. Et après, dès que ça se réalise, eh bien, je mets en ordre pour revendre la moitié à x2, récupérer la mise de départ, et je garde l'autre moitié qui est pur bénéfice pour la montée. Si tu as 20 ordres, tu n'as pas besoin d'avoir 20 fois $100. Tu vois ce que je veux dire? Écoutez très bien ça. Ce qu'elle dit là, c'est bonjour les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un de particulier, Chantal Lang, de Crypto Expert. Alors, bonjour Chantal. Bonjour, bonjour. Super, merci d'avoir répondu à l'invitation de la communauté. Ça tombe bien parce que je ne savais pas que tu étais si connu en Afrique lorsque j'ai envoyé notre lorsque j'ai parlé de notre échange hier. Ils ont dit, ah oui, Chantal, j'ai même masqué ta photo. J'ai dit, vous devinez qui c'est? La photo était en petit comme ça. Ils ont dit, ouais, c'est Chantal, ouais, on l'attend, etc. Donc, avant de commencer, Chantal, peux-tu te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Et quel est ton parcours dans la crypto? Volontiers. Et un grand merci à la communauté de m'accueillir aussi chaleureusement. Ça fait plaisir. Donc, je m'appelle Chantal Leng, je suis suisse, je viens de Genève en Suisse. Je suis tombée dans le trou de la crypto depuis début 2017. Hein, c'était une présentation par un banquier qui expliquait les blocs et tout ça, c'était logique. Et ensuite, il y avait des présentations de use case, de cas d'utilisation. Donc, il y avait deux projets qui présentaient, un pour sécuriser des cartes de gaming dans la blockchain et l'autre pour envoyer des fonds aux réfugiés qui arrivaient immédiatement sans souffrir de la corruption et des étapes intermédiaires. Et en fait, c'est ça qui m'a séduit, moi. Ce sont les projets, hein, parce que moi, je viens du monde des projets. Auparavant, pendant une bonne vingtaine d'années, j'ai été chef de projet informatique à la télévision, la RTS, qui est aussi de temps en temps diffusée en Afrique aussi, je sais, en Afrique francophone. Mhm. Euh, voilà, donc moi j'étais chef de projet informatique à la RTS et en parallèle j'ai découvert les cryptos et les projets, c'est ma passion. Hein, parce que les projets, il y a un avant et il y a un après. Et l'après, il est mieux. Exactement. Donc, c'est ça qui m'a attirée. Après, j'ai commencé à acheter un petit bout de Bitcoin début 2017. Et puis, après, j'ai commencé à lire tous les white papers, à étudier les projets, à voir les équipes de projets, à voir quels sont les paramètres qui peuvent leur permettre de réussir. Et comme je suis aussi business analyst hein, de métier, j'ai un postgrad OK. universitaire en business analyse et j'utilisais ça aussi dans mon métier de chef de projet, eh ben, ça m'aide à deviner ou plutôt à analyser, c'est pas du tout deviner, hein, parce qu'il y a des paramètres très concrets Mhm. qu'est-ce qui augmente le potentiel de succès d'un projet et donc le Exactement. potentiel de succès de sa crypto. Donc, Mhm. il y a plein de paramètres à prendre en compte et j'ai tout de suite été très à l'aise avec ça. Mhm. Et après,
bah, j'ai commencé à former des tas de gens en petits groupes, par Skype par exemple, souvent bénévolement dans le monde associatif. Après, je suis montée en compétences, j'ai commencé à créer des formations. J'ai aussi enseigné à l'université à Genève, Blockchain and New Technologies, pardon, assez brièvement. J'ai aussi créé la formation, non, co-créé la formation euh, chef de projet blockchain avec l'école Alira à Paris. Donc, on a formé des centaines de chefs de projet blockchain. J'ai rédigé 25 jours de cours et j'ai un collègue, Bastien, qui a lui aussi rédigé 25 jours de cours. Donc, c'était une formation sur 50 Mhm. jours, remboursée par Pôle emploi, remboursée par Paris Code, professionnalisante. Et donc, ça fait vraiment plaisir d'avoir pu aider plein de gens à changer de métier. Ça a tourné de 2019 à fin 2021. Et c'était vraiment super intéressant pour moi de créer ça. C'était un peu le pont entre mon métier de chef de projet et la Mhm. blockchain pour transformer des chefs de projet en chef de projet blockchain. J'ai adoré faire ça. Ok. Après, je voyais la prochaine bulle qui arrivait. Comme moi, j'avais bien étudié les bulles, je savais exactement ce qui allait venir. Donc, j'ai lancé Mhm. ma chaîne YouTube et j'ai lancé ma formation fin 2020. Et donc, Mhm. évidemment, avec mes premiers apprenants et avec les premières personnes qui ont regardé ma chaîne YouTube, on a fait des très jolis bénéfices sur la montée. Ensuite, on s'est bien amusé lorsqu'il y a eu le creux en été 2021. Et là, il y a Ouais. plein d'apprenants qui m'ont rejoint à ce moment-là et on a acheté plein de cryptos très bas. On a bien profité de la montée de l'automne. Mhm. Voilà. Et puis ensuite, bon, bah, il y a eu le bear market, on le sait, hein, c'est désespérant comme période quand on est investisseur et qu'on n'a pas vendu. Donc pour ça, moi, j'encourage vraiment mes apprenants à vendre selon des paliers que je leur donne. Et Mhm. ceux qui étaient greedy, tu sais, comment on dit, avides de plus de bénéfices, hein, bah, ils Mhm. n'ont pas vendu et ils se sont retrouvés avec juste des tokens qui valaient beaucoup moins, tandis que ceux qui ont suivi vraiment la méthode, que ce soit la mienne ou une autre, mais il faut vraiment suivre une méthode, hein. Tu Mhm. connais bien ça, Fred. Et, Bien sûr. donc, ceux qui avaient réellement suivi la méthode, eux, ils avaient plein de cash pour acheter plus bas. Et là, ça devient Ouais, réjouissant quand les prix tombent, tu vois. exactement. Il faut vraiment avoir le bon mindset, c'est important. Donc voilà, j'ai fait toutes ces étapes et puis depuis une année, mon focus, c'est vraiment de développer les scores de Chantal parce qu'au début, je prenais plein d'infos que je téléchargeais automatiquement par API, donc c'est un truc technique, et j'amenais ça dans Mhm. des gros fichiers Excel. Et Ok. ça m'aidait à savoir quelle crypto je voulais analyser pour repérer les pépites. Parce qu'il y a des fois des petites cryptos qui ont un tout petit market cap, hein, qui n'ont pas encore Mhm. explosé, mais on peut déjà repérer sur GitHub, sur Twitter, sur plein d'informations factuelles, chiffrables, Mhm. elles sont en train de développer, elles vont sortir des nouvelles fonctionnalités, mais elles n'ont pas Ok. encore commencé le marketing, le prix n'a pas encore explosé. Et ça, c'est ce qui m'excite le plus. Donc, j'avais des gros fichiers Excel et ça devenait ingérable. Donc, j'ai commencé à créer les scores de Chantal. C'est un logiciel. On a commencé avec mes deux premiers développeurs en septembre 2022. Et là, Mhm. maintenant, on est quoi, fin novembre 2023. 6 développeurs et on travaille dessus depuis plus d'un an et on a déjà sorti la version fin août. La version bêta, elle tourne. Il y a déjà une trentaine de champs utilisables sur 6000 cryptos au quotidien. Et ça, c'est mon bébé. C'est le truc. C'est là où je passe la majorité de mon temps, même si je Mhm. fais énormément de choses pour beaucoup de gens. Mais là, c'est mon focus. Je passe un peu plus que 50% de temps là-dessus depuis une année. J'adore ça. Ok. Mais je peux me relever la nuit, moi, pour faire du scoring, mettre des notes. Mettre des notes, des scores, des codes couleurs. Je peux me relever la nuit. Pour moi, c'est comme du gaming. Ouais. C'est ça dans le sang. Voilà. Donc Super, ça, super. Bah, c'est c'était un peu très mon intéressant. parcours, tu vois, progressivement. Mhm. Très, 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 très intéressant. Tu as parlé des chefs de projet qui voulaient devenir, qui faisaient un peu la transition vers la blockchain. Comment est-ce qu'ils trouvaient ça? C'était le fun ou est-ce qu'ils avaient des difficultés? C'était quoi les principales, les principaux défis pour eux? Le principal défi pour eux, c'est de trouver où est l'argent. Mhm. Parce que souvent, ce sont de jeunes projets qui n'ont pas levé les fonds. Donc, ils cherchent des bénévoles. Et Ouais, les gens qui ont suivi une vraie formation pour changer de métier, bah, il faut bien payer le loyer et nourrir la famille. Donc, bien eux, sûr. ils cherchent des jobs bien payés. Donc, la solution, ce que je leur recommande lorsque parce que je suis aussi advisor dans des projets crypto et je suis aussi dans Mhm. des groupes de discussion avec des personnes brevetées, chefs de projet. Et donc, quand on en parle, moi, je leur dis, mais allez là où est l'argent, c'est-à-dire les marques. Les marques, je sais Mhm. pas moi, Disney, Coca-Cola, etc., qui veulent passer sur le Web3, ils ont des gros budgets. Il faut commencer par Mhm. là si on a besoin d'argent. Mais si vous êtes débutant en tant que chef de projet ou consultant blockchain, faites du bénévolat auprès de ceux Ok. qui n'ont pas l'argent, parce que comme ça, vous allez déjà vous faire un réseau de malades et vous faire une expérience de malade qui vous sera utile ensuite pour un job beaucoup plus haut niveau.
exactement. Bah oui, pour le côté advisor, on aura l'occasion d'en reparler. Tantôt, tu as aussi dit que ceux qui avaient bien vendu se sont régalés pendant la descente. Le bear market, on ne les vit pas de la même façon. Pour certains, c'est une tortue. Justement, ceux qui sont plus gourmands et qui voudraient toujours, qui voulaient vendre toujours plus haut, etc. On va parler un peu du bull run, du bear market. Il y en a qui se disent, on est encore en bear market. Le Bitcoin va redescendre, retester les 22 000 ou les 15 000. Pour d'autres, on est déjà en bull run et ce depuis fin 2022. C'est quoi ta position par rapport à ça? Je pense qu'ils ont tous les deux raison. On est quelque part au milieu entre les deux. Alors, ce Mhm. qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même rentré dans une nouvelle phase. OK. Quand on regarde les baleines, quand on regarde ceux qui gardent les cryptos long terme, Mhm. en tout cas pour Bitcoin, on est dans une nouvelle phase et Bitcoin ne va pas retomber à 15 000. Non, ça, on va dire, il faut jamais dire jamais, mais les probabilités sont incroyablement faibles. Mhm. On retombe à 15 000. Oui, bien sûr, ça va redescendre. On est encore loin du halving, hein. Je veux dire, Ouais. si on était 6 mois après le halving, je dirais, bon, bah là, c'est parti pour la grande montée. Mais on est encore suffisamment loin pour que je dise, on va encore avoir des points d'entrée intéressants. Mais si on regarde purement Bitcoin, il va falloir se contenter de retracement, donc descente du prix, consolidation dans un range comme ça, Mhm. et qu'il soit, on va dire, au moins à 20% de son plus haut historique. C'est Mhm. quand même des bons moments pour recharger. Quand, par exemple, quand on fait du DCA, qu'on achète un Mhm. petit peu, par exemple, chaque semaine, chaque mois, ben, Mhm. privilégier ces moments-là, hein. Mhm. Mais le bon plan sur les grosses cryptos, c'est d'acheter un petit peu chaque mois, en tout cas jusqu'au halving. Parce qu'il y aura Mhm. encore des prix plus bas qu'aujourd'hui, probablement. Ou alors peut-être ça va monter encore plus haut et ensuite ça redescendra. Et les prix plus bas qui nous sembleront Mhm. bas à ce moment-là seront plus hauts qu'aujourd'hui, hein. On sait Exact. pas. C'est parce qu'on ne sait pas encore que c'est intéressant de faire du DCA. Mais il suffit de regarder la courbe 2019-2020 pour se rendre compte que ce qui nous semble actuellement très haut, en vérité, c'est très bas. Exactement. Exactement. Ça, c'est que sur les grosses, grosses cryptos. Sur les petites, c'est encore le Far West, hein. Les Ouais. petites, il faut être très prudent. Il faut y consacrer une petite partie du portefeuille, Mhm. mais surtout qu'il y a des grosses qui vont encore faire x10, x20, hein. Mhm. Donc, c'est pas la peine de prendre des risques inconsidérés sur des cryptos minuscules. Alors moi, j'en achète quand même, mais ça représente énormément d'heures d'études pour trouver les bonnes. D'heures d'études avec des outils sophistiqués que j'ai construits, et aussi Mhm. avec mon expérience de toutes ces années à étudier des projets. Donc, Mhm. mais quelqu'un qui n'est pas comme moi à 100% dedans depuis des années, hein, euh, il a trop de risques d'acheter une crypto qui va disparaître ou alors qui va pas bien performer. Mhm. Donc, pour le moment, c'est bien de rester sur les plus grosses, sauf pour ceux qui sont dans mon groupe privé, parce que là, je leur raconte tout ce que j'achète au fur et à mesure. Mhm. Euh, un tuyau pour ton audience, je viens d'acheter hier soir euh, un land sur deux sandbox, c'est-à-dire un terrain. Mhm. Et c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. Bon, il faut quand même avoir un wallet parce qu'il faut bien poser le NFT quelque part. Mais sinon, c'est Ouais. beaucoup plus facile que ce qu'on croit. J'ai acheté OK. sur euh, OpenSea. Voilà, c'est mon OK. sixième, je crois. Ça se prête bien au DCA. OK. Bah, Pour les ceux prix qui ont quand croient. même pas mal chuté côté Ah bah oui, métavers, NFT. Je pense bah oui. que. Je regardais hier soir, le pic, c'était le 29 novembre 2021. Le Mhm. floor price, c'est-à-dire le land le moins cher, Mhm. était à 16 050, 16 000 dollars pièce. Mhm. Ouais. En Ethereum, bien sûr, hein. Mais Ouais. comme Ethereum était haut à ce moment-là, tu vois. Donc, Ouais. voilà. Et moi, à l'époque, je les avais achetés 750 dollars. Et là, celui que je viens de racheter, il était à 540. Wow. Ouais. Non, c'est le bon moment pour faire du DCA là-dessus. Alors, on ne sait pas quand ça va remonter. Dans un an, deux Ouais, ans, le monde 3 ans. Quand, des quand... NFT, ça se fait massacrer là. Oui, mais c'est le domaine gaming. Il Ouais. n'y a pas forcément besoin qu'il y ait s'il y a une bulle NFT ou une Mhm. bulle gaming. Évidemment, si c'est une bulle NFT gaming, ça va s'amplifier l'un l'autre. Mais il suffit qu'on ait l'un des deux pour faire monter Sandbox, tu vois. Mhm. Mais on parlera des narratifs Super, tout à l'heure. super. Je crois que tu as prévu d'en parler. Donc, Exactement. ouais, ce que je disais, par rapport au bull market et au bear market, on est encore dans une période d'entre-deux, un peu comme fin 2019, ou je dirais plutôt début 2020, ou alors début 2016. Mais bon, là, c'est un peu différent parce que c'était pas les mêmes.
le même public qui achetait. Là, on a beaucoup plus de gros comptes Ouais, maintenant et d'institutionnels. les acteurs sont un peu différents. Ouais. Ouais, ouais. Mais par contre, en 2019, on a eu cette double pointe là, on a eu cette pointe intermédiaire et on a eu la chute du Covid. Donc, on va pas reproduire exactement pareil. Par Mhm. contre, si tu fais un zoom arrière, là, tu vois quand même que ça reste très intéressant, quoi. Voilà. Ouais. De faire du DCA en ce moment. Et pour les petites cryptos explosives, si on veut faire fois 1000, on a de grandes chances de faire zéro. C'est important de le préciser parce que moi, mon audience, la chose la plus compliquée, je me suis fait longtemps détester pour ça, c'était de faire sortir des gens des shitcoins ou bien des cryptos à très petite capitalisation parce que, comme tu sais, la population africaine, c'est pas la plus riche. Fait qu'il y en a qui rentrent avec des 10 dollars, des 20 dollars, des 100 dollars, mais qui ont des rêves aussi grands que ceux qui rentrent ailleurs avec des 10 000. Fait que tu auras beau lui dire, écoute, focus sur des trucs qui ont de la valeur, etc. Lui, ce qui l'intéresse, c'est quand il voit un shitcoin qui fait x10, il revient te dire, ben, tu avais dit que c'est shitcoin, c'était pas bien, regarde, l'autre a fait x10, l'autre a fait x50. Si on écoutait les gens comme toi, on n'aurait jamais pris Shiba Inu, etc. Donc, c'est très compliqué. Selon Le toi, problème, oui, comment parce est-ce que que... tu as raison, c'est très compliqué et la plupart ne vont pas exploser. Et donc, eux, ils se vantent. Il y a plein de gens sur les réseaux qui se vantent des fois 1000 qu'ils ont fait. Exact. Et la plupart des gens ont perdu leur argent, mais ils s'en vendent pas. C'est ça le problème. C'est Donc, on est ça, ouais. On parle des 10 personnes qui ont gagné, mais on ne parle pas des 10 000 personnes qui ont perdu. C'est ça. Alors, par exemple, un contre-exemple à ce qu'on vient de dire, sur Polygon, c'était Polygon qui à l'époque s'appelait Matic, c'était Mhm, facile de faire poisson. Moi, j'en ai acheté en 2020 à 2 centimes parce que je l'avais repéré. Et il y a des moments où il faut acheter des tout petits market cap quand ils sont de super qualité et qu'ils ont un joli potentiel. Mais là, il mhm, faut être diversifié. Parce qu'il y en a quand même une partie qui vont disparaître. Même si mhm, l'équipe est géniale, même si le projet est génial, ils peuvent très bien, je sais pas moi, se faire zigouiller par leur gouvernement ou avoir un employé malfaisant qui part avec la caisse, on ne sait jamais, ou se faire hacker d'un chiffre trop gros et il meurt. Donc, même les meilleurs projets peuvent disparaître. Quand ils sont petits, ils sont fragiles. Mais il y a mhm, des projets de très haute qualité qui sont déjà sortis, qui ont des tout petits market cap. Certains sont anciens et ont déjà distribué le vesting des tokens. Donc, ça, ils ont déjà distribué tous les tokens, ce qui réduit la pression à la vente. Et il y a mhm, quelques pépites, hein. Et ça, moi, c'est ce que j'adore faire, c'est ce que j'adore acheter, hein. mhm. Mais il y a quelques pépites qui. Attends, je vais juste fermer un truc qui fait du bruit. Bon, c'est pas grave. Euh, et à ce moment-là, il faut savoir les repérer. Mais comme je disais, il faut être professionnel, il faut baigner dedans. Mhm. Ouais. Bah, dis-moi, Chantal, selon toi, tu vois, avant justement des projets de qualité comme Matic, quand on remonte un peu dans le temps, on voit qu'ils ont démarré avec des market cap pas très folles, ce qui laissait le temps au prix d'évoluer. Aujourd'hui, tu en as des projets qui démarrent directement avec 500 millions de market cap. Est-ce que ça laisse encore de l'espace aux investisseurs de faire des fois 20 fois 100 sur ces projets de qualité ou Oui, j'ai plus ça l'impression existe. que c'est fait pour des personnes qui investissent. C'est quoi ta position par rapport à ça? Ouais, tu as raison. La plupart sont faits pour des gros comptes qui investissent. Le problème, c'est que le projet, mets-toi dans la peau du chef de projet. Au début, il a besoin d'argent Mhm, pour payer ses développeurs. Il n'a pas encore fait le lancement de son token. Il a besoin d'argent. mhm, Donc, il va voir des gros comptes. Il leur dit, achetez-moi quelques tokens bon marché. Je vous donne un paquet de tokens à très bas prix. Vous me donnez un paquet d'argent. Et c'est normal que les VC, là, les venture capital, les capital risques, c'est normal qu'ils achètent ça à très bas prix parce qu'ils prennent beaucoup plus de risques. Hein, il y a beaucoup mhm, plus au début de projets qui disparaissent. Plus c'est petit, plus c'est risqué. Donc, eux, ils reçoivent un paquet de tokens. Ensuite, les tokenomics, c'est-à-dire la manière de distribuer les tokens, elle est optimisée pour qu'eux, ils puissent quand même récupérer au minimum leur mise de départ, mais avoir un potentiel x 50, x 100, x 1000, ça dépend les cas. mhm. Euh, et à ce moment-là, quand ces gros comptes vendront les tokens, ils les vendront à qui? À des gens comme nous qui achèteront beaucoup plus cher. Exactement. Donc tout ça, c'est optimisé pour les gros comptes. Mais en même temps, ça permet au projet d'exister, sinon il n'existerait même pas, il n'aurait même pas pu commencer à développer. Mhm, Donc, on est dans une situation un peu compliquée pour ça. Et repérer des projets qui ont fait, on appelle ça un fair launch, un mhm. lancement Équitable. Ouais. où ils n'ont pas fonctionné comme je viens de décrire, Mhm, et équitable, oui, eh bien, il y en a très, très peu. Euh, et puis, ça suffit pas de les repérer parce que c'est pas forcément des bons projets. mhm, Donc,
après, c'est tout une question de gestion du risque, étude des tokenomics, repérer lesquels sont les moins pires. Mhm. euh, et c'est pas optimisé. L'époque où il y avait plein de bénévoles qui faisaient plein de boulot gratuitement pour faire du code de super qualité, elle est révolue. Évolue. Euh, je suis désolée, pour la plupart des projets, il y en a quand même quelques-uns, mais ils sont rares. Mhm. Et c'est parce qu'on est maintenant dans un domaine qui vaut beaucoup plus cher euh, et qui s'est largement professionnalisé, alors qu'avant, c'était des amateurs. Et il faut pas oublier que à l'époque, quand tous ces amateurs travaillaient bénévolement, la plupart des projets, eh ben, on ne se rend pas compte qu'ils ont disparu. Mais ils ont Mhm. disparu. Ceux qui restent, c'est les meilleurs, mais c'est la crème de la crème. Mhm. C'est très intéressant ce que tu dis parce que je me posais toujours la question, bah, on a des projets comme Ethereum, comme BNB, comme Matic, etc., Polygon, qui ont vraiment fait des levées de fonds modestes à ce moment, mais qui ont fait des grandes choses qui ont évolué dans le temps. Alors, c'est quoi cette différence entre ces projets comme Sui, Aptos, qui, eux, commencent directement avec des levées de 300 millions, 400 millions? Est-ce que c'est les mêmes types de développeurs qu'on achète? Est-ce que c'est parce que le marché a évolué et ça a changé? Qu'est-ce qui a réellement changé dans ces projets pour que ce soit aussi cher? Eh ben, ça a évolué dans le sens que ça s'est professionnalisé, oui, et que les développeurs blockchain coûtent une fortune, oui. D'ailleurs, s'il y a dans ta communauté des gens qui souhaitent devenir développeurs blockchain, je leur recommande Moralis, Moralis. Il y a moyen de suivre des Ouais. tas de formations avec un abonnement mensuel très raisonnable qui contient des tonnes de formations. C'est fait par Ivan On Tech qui est en Suède. Ok. Donc c'est tout en anglais, mais bon, pour les développeurs, l'anglais, ils comprennent, quoi. Ouais, Voilà, ouais. Je c'est reçois c'est un peu, c'est un peu toujours notification de mêmes mots qui Morales. reviennent, ouais. Et donc ça, c'est professionnalisé. Les développeurs coûtent une fortune. En plus de ça, le marketing coûte une fortune Ouais, parce qu'ils doivent se faire entendre parmi une masse de projets qui ont eux aussi des gros budgets marketing. Il faut beaucoup plus d'argent qu'avant pour lancer un projet. ouais, ouais. Ou alors, il faut être tellement innovant qu'on arrive à susciter l'enthousiasme de toute une communauté avec un porteur de projet qui est extrêmement charismatique. Ça arrive, hein. Tu regardes Tao BitTensor, c'est tellement génial, le concept est génial, le développement est génial, il y a plein de développeurs qui bossent gratuitement là-dessus, c'est open source, mais c'est un ovni parmi les autres. Les autres, Hmm. s'ils veulent réussir, il leur faut des gros budgets maintenant. C'est rare ceux qui réussissent avec des petits budgets. Ok. Et ceux qui sont vraiment décentralisés, donc qui attendent que la communauté vote, Mhm. ils avancent tellement lentement qu'ils se font dépasser par les autres. Ouais. C'est à chaque moment, on est dans un petit dilemme. Des Euh, compromis, c'est pas ouais, évident. c'est vraiment les compromis. Et je pense que ça fait du sens ce que tu dis. Tantôt, tu parlais de DCA, et puis je t'entends souvent parler des ordres irréalistes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Je pense que Volontiers, c'est volontiers. quelque chose que tu as comme créé, ou- parce que C'est j'en ai vrai jamais que, entendu. Il y a pas. ouais, alors, DCA, je pense que tout le monde connaît, hein, dollar cost average. Et puis, Mhm. évidemment, lorsque ça atteint certains critères, comme par exemple moins X% depuis le plus haut historique, eh ben, on peut augmenter le pourcentage qu'on met chaque mois, ce mois-ci, dans le DCA, parce qu'il a un prix spécialement intéressant. Voilà. Donc, il y a le DCA classique avec toujours le même montant, mais il y a des fois, il y a des gens qui font du fignolage pour être encore plus bénéficiaires. OK. Donc, ça, c'est le DCA. Après, les ordres irréalistes. Oui, c'est vrai, c'est un terme que moi j'utilise, j'ai entendu personne d'autre l'utiliser. C'était justement pendant la chute à la fin du printemps 2021, au Mhm. début de l'été 2021, non, à la fin du printemps plutôt, on était avec plein de prix qui chutaient et moi, j'avais bien analysé toutes les données et je pensais vraiment qu'il y avait une énorme probabilité que, Mhm. on n'ait pas fini le bull market et que ça remonte. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Parce que moi, j'espionne beaucoup ce que fait la smart money, les gros comptes. Et donc, j'ai commencé à dire, OK, il y a des fois des mèches de bougies spectaculaires de gens qui paniquent et qui mettent un ordre market pour vendre des gros montants. Ok. Surtout sur des paires qui ont peu de volume. Lorsqu'il y a peu de volume dans le carnet d'ordre, quelqu'un qui fait ça, il vide le carnet d'ordre et de temps en temps, on appelle ça, comment on dit, fat finger, il y a le doigt gras, quelqu'un au lieu de faire les choses comme il faut,
Il les a Mhm. fait de manière un peu brutale. Et il a passé un ordre market. Il a dit bon, allez, ça, j'y crois plus, je vends tout, j'ai besoin de fric, ça va chuter, boum. Et du coup, il le vend à un prix, mais incroyablement bas. Il se truande lui-même, quoi. Il s'arnaque lui-même. D'accord. Voilà. Et du coup, ben, la personne qui achète ces tokens très bon marché à 50% moins cher du prix, elle fait une super Mhm. bonne affaire. Donc là, évidemment, il faut choper les bonnes affaires et la plupart du temps, ça ne se réalise pas, ce genre d'ordre. Mhm. Mais on peut mettre plein d'ordres comme ça en avant sur des, mais uniquement pour des cryptos qui nous intéressent vraiment. Typiquement, moi, je veux garder du Ethereum, mais je veux aussi, par exemple, acheter un peu plus de Sand si le prix chute. Alors, je mets un ordre Ethereum contre Sand. Comme ça, si l'ordre ne se réalise pas, je ne suis pas triste, j'ai toujours mon Ethereum, hein. OK? Mhm. Donc, je mets un ordre pour acheter un peu plus de Sand, seulement si le prix est 50% moins cher qu'au moment où je mets l'ordre. Et c'est Mhm. un ordre irréaliste parce qu'il y a très peu de chances qu'il se réalise. Vraiment très peu. Il Mais faut un coup de bol, quand ça quoi. se réalise, Voilà. Et après, dès que ça se réalise, eh bien, je mets un ordre pour revendre la moitié à x2, récupérer la mise de départ, et je garde l'autre moitié qui est pur bénéfice pour la montée. super. Très, très, très astucieux. Voilà. Et une astuce, c'est que Kraken a des paires. Kraken, c'est vraiment un exchange, celui en qui j'ai le plus confiance. Alors, il peut Mhm. disparaître, hein, on ne sait jamais, hein, mais c'est voilà, c'est celui en qui j'ai le plus confiance. Et donc, ça ne me dérange pas trop de laisser des sous sur Kraken. Mhm. Un petit peu, hein, un petit peu, juste ce qui est dans des ordres. Le reste, c'est sur ma clé Ledger, hein. Et donc, je peux mettre un ordre, quelques ordres qui traînent sur Kraken et qui vont peut-être se réaliser parce que sur Kraken, la paire est relativement chevelue. Tu vois, des mèches de bougies. Tu vois. Ouais. Et après, tu peux faire pareil aussi pour vendre, hein, dans l'autre Mhm. sens. Tu vois. Non. Donc, ça, c'est assez sympa. Et puis, dans mon groupe privé, j'ai publié un atelier où je donne deux méthodes pour mettre Mhm. plein d'ordres irréalistes sans bloquer du capital. OK. Si par exemple, tu as 100 dollars dans Kraken, en ETH par exemple ou en autre chose, eh bien, tu peux mettre des ordres, tu peux mettre plein d'ordres sur les mêmes 100 dollars sans avoir besoin. Si tu as 20 ordres, tu n'as pas besoin d'avoir 20 fois 100 dollars. Tu vois ce que je veux dire? Écoutez très bien ça. Ce qu'elle dit là, c'est une pépite. Écoutez Oui, très bien. oui. Alors, l'atelier que j'ai publié, c'était l'année dernière, mais on continue, les nouveaux venus continuent à le regarder régulièrement. Mais Mhm. il y a deux méthodes. Une, c'est en utilisant bogged.finance, bogged.finance, Bien. par exemple, pour mettre des ordres sur PancakeSwap, mais ils ont aussi plein de solutions, hein. PancakeSwap, c'est juste là où il y avait le plus de volume à ce moment-là. Mhm. Et puis, l'autre méthode, c'est avec un outil qui s'appelle Tricomas, 3COMMAS. Ouais, c'est comme ça. C'est une sorte de robot que je connecte à mon Kraken Mhm. et qui va pouvoir me réaliser des ordres. Et je fais pointer tous mes ordres sur justement la même chose. Et Kraken ne me bloque pas cet argent ou ces Ethereum parce que Kraken ne sait même pas que j'ai mis l'ordre sur Tricomas. Mais Mhm. quand les conditions sont remplies et que le prix est atteint, boum, ça déclenche l'ordre. Et là, Tricomas va mettre un ordre market qui va se réaliser immédiatement. Excellent. OK? Mais quand le prix bouge très vite, il vaut mieux Mhm. avoir les ordres sur l'exchange lui-même, parce qu'évidemment, c'est ça qu'il va utiliser en priorité, l'exchange. Exactement, Et oui. seulement après, il exécutera les ordres qui viennent par API, qui viennent justement d'un outil externe. Donc, OK. après, bah, l'inconvénient, c'est que si on met les ordres sur Kraken lui-même, ça bloque le capital. Exactement. Tu vois. Ce qu'on ne veut pas Donc, dans ce cas. après, il faut toujours faire des compromis. L'avantage avec Bogged.finance, c'est que nous restons maîtres de notre clé privée. On donne l'ordre à Bogged.finance pour réaliser l'ordre sur des cryptos qui sont dans notre wallet, que ça soit dans l'idéal Ledger ou que ça soit MetaMask. Il faut toujours faire Mhm. ça sur un numéro de compte distinct que j'utilise que pour ça. Comme ça, Mhm. si jamais un jour un de ces outils que j'utilise se fait hacker, eh bien, ça ne vient pas me voler tout ce que j'ai dans mon wallet. Non, ça pourra me voler que ce que j'ai mis dans cette portion-là. Très important Très au niveau bien. sécurité. Tant qu'on utilise des outils externes, il faut être très méfiant et il faut fractionner dans des wallets séparés. C'est plus compliqué pour la gestion, il faut être bien organisé, Mhm. mais ça vaut la peine pour la sécurité. Bah, quand ça parle d'argent, on est obligé de faire un peu plus d'efforts pour la sécurité, sinon pourquoi on travaille? Donc, Ouais. moi, Chantal, des sociétés viennent te voir pour dire, OK, on a besoin des conseils. Quel type de conseils demandent-ils souvent? Est-ce que c'est des tokenomics? Est-ce que c'est du marketing? Comment est-ce que ça se passe? En général, s'ils n'ont pas encore fait leur levée de fonds,
ils ont besoin de OK. tout ce qui peut les aider à séduire les investisseurs. Que ça soit OK. une roadmap sexy, donc un calendrier avec des fonctionnalités sexy, que ça soit les arguments qui vont faire mouche au niveau des narratifs, que ça soit la manière dont les tokens sont distribués, les tokenomics, il faut que ça soit fait de manière intelligente pour que ça séduise à la fois les gros investisseurs du début et à la fois Évidemment. la communauté pour qu'elle ne se fasse pas trop truander. Après, Mhm. je leur apprends aussi à annoncer les nouvelles à des moments précis, hein, parce qu'il y a certains projets qui sont hyper compétents dans leur domaine, par exemple, je sais pas moi, le gaming ou les assurances. Ils sont hyper compétents, par contre, ils sont pas bons en tokenomics ou en marketing des tokenomics. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'ils ont développé des fonctionnalités. Ils vont Mhm. commencer à en parler et à en faire la promotion pour que les gens soient séduits par le token et que les gens veuillent en acheter. Donc, donc ça, c'est après le lancement du token. Mais c'est super important pour ne pas perdre la communauté. Donc, il faut Mhm. qu'ils annoncent des tas de bonnes nouvelles ou au moins une énorme bonne nouvelle, que ça soit des Mhm. nouvelles fonctionnalités ou que ça soit un partenariat avec une énorme entreprise qui va réellement utiliser le token ou l'ouverture dans des, je sais pas, à Hong Kong en accord avec le gouvernement. Enfin, il y a toujours des bonnes nouvelles qu'on peut annoncer. Mhm. Et ils annoncent ça, ça va faire des acheteurs. Du coup, les gros comptes qui avaient acheté les tokens pas chers au début, et ça arrive pile le moment où ils vont les recevoir. Eh ben Mhm. là, ils auront des acheteurs en face d'eux. Ça va pas complètement tuer le prix. Ça va le faire un peu Mhm. redescendre. OK. Et là, ce que je leur Mhm. apprends, ce que la plupart des cryptos font pas, c'est d'avoir une deuxième salve de bonnes nouvelles pour faire Mhm. remonter le prix, pour que la nouvelle communauté, les gens comme toi et moi, qui viennent d'acheter, pas Mhm. qu'ils soient déçus parce qu'ils ont acheté en se disant, ah, il y a ces nouvelles fonctionnalités, ça va être génial. Et puis ensuite, le prix chute, ils sont tout déçus. Non, il faut faire remonter le prix, sinon on les perd. Il faut qu'ils soient contents, Exactement. tu vois. Donc, j'adore faire ça. Un truc que j'adore faire avec eux aussi, et que là, on peut faire dès le tout début, avant même la levée de fonds, c'est d'augmenter l'utilité du token. Mhm. Parce que je leur fais faire généralement un graphique. Souvent, ils ont déjà un graphique comme ça de base dans le white paper, hein, le livre blanc qui décrit le projet. Mhm. Par exemple, un utilisateur qui veut utiliser une fonction, il va acheter des tokens. Donc, tu as la flèche avec les tokens qui sont achetés là et les dollars en échange. Et ensuite, les tokens, ils sont utilisés dans telle fonction, ils sont consommés. Ils vont aller dans telle wallet. Ils vont aller une partie dans la trésorerie, une partie, je sais pas, pour récompenser ceux qui ont fait des apports de liquidité, etc. Et Mhm. ensuite, on voit le chemin du token et le chemin de l'argent. Et donc, moi, je leur demande de faire ce graphique s'il n'est pas fait, mais sinon de le développer et de Mhm. mettre des pourcentages, des quantités dedans. Et une fois qu'ils ont fait ça, on est tous très contents et je leur dis, bah, maintenant, on recommence. Et on le fait. euh, Comment ce sera dans un an ou deux quand vous aurez épuisé cette poche de token qui sert justement à récompenser les apporteurs de liquidités, etc. OK, alors maintenant, on va refaire ce même graphique. Et là, ils deviennent blancs parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont un Ponzi. Ils n'arrivent pas à survivre sur le long terme. Et là, je leur dis, c'est Exactement. le moment où ça va devenir sexy parce que c'est le moment où on va faire du brainstorming pour donner plus d'utilité au token, pour qu'il soit consommé vraiment par les vraies fonctionnalités des vrais utilisateurs qui vont vraiment utiliser ce que vous faites. Mhm. Donc, en fait, on ajoute de la valeur au token. Ça, j'adore. C'est très créatif, ce genre de brainstorming. Donc, on fait un truc, c'est comme ça, les brainstorming, on a le droit de dire même les choses les plus folles. Et Mhm. puis, à la fin, on fait une réunion en plus petit comité où on prend, qu'est-ce qui est faisable, tu vois. Mhm. Mais on se retrouve au final avec beaucoup plus d'utilité au token, des trucs créatifs, des trucs innovants. On va aller voir bien sûr ce que font les concurrents, mais on ne fait pas exactement pareil. On essaye de faire des trucs à notre sauce et aussi à s'adapter à notre public parce que chaque projet a un public légèrement différent. Et ensuite, on se retrouve avec des utilités du token qui sont bien plus sexy, même s'ils n'ont pas le temps de développer ça maintenant parce que souvent ils sont sous l'eau. Mais je dis, OK, mais on les met dans la roadmap, on les met dans le calendrier. Et comme ça, on Mhm. sait que dans un an, dans 2 ans, quand les tokens seront distribués, en contrepartie, on aura toutes ces utilités qui feront une pression à l'achat et du coup, votre token, c'est pas un Ponzi, votre token, il aura des sous qui vont rentrer régulièrement dans le projet et il sera viable. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent étudier ça, pour deviner si un token est plus ou moins viable, là, je peux donner une astuce à la communauté, c'est Mhm. dans defilama.com, defillama.com, Mhm. d'aller dans la colonne de gauche voir fees, F-E-E-S, Mhm. et là, on arrive dans un tableau et on regarde combien ils encaissent.
Alors, on peut les classer par market cap, voir les fees par market cap, pour voir ceux Mhm. qui encaissent beaucoup d'argent par rapport à la taille du projet. Et on se dit, ceux-là, ils ont quand même beaucoup plus de potentiel de bien performer, de plaire aux investisseurs, d'être Mhm. pérennes, de ne pas avoir les développeurs qui partent parce qu'ils ne sont pas payés, etc. Donc, ça, c'est un des nombreux indicateurs de longévité, mais c'est vraiment intéressant pour repérer des pépites. Excellent. C'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, je suis développeur et puis je suis arrivé dans la crypto, c'est plus la tech qui m'intéressait et l'argent aussi, bien sûr. Mais mon choix de projet se portait beaucoup plus sur la tech. Et puis, je me suis dit, en évoluant, j'ai vu des projets qui avaient de très bonnes technologies, mais l'équipe derrière était un groupe de passionnés, de développeurs comme moi, ce qui fait que le côté marketing était un peu mis de côté, tu vois. Je pense aussi à un projet, un excellent projet, par exemple, comme Gelato, qui est un outil vraiment, vraiment magnifique, mais que je trouve J'en que ai leur du gelato. communication, J'en ouais, ai du voilà. gelato. Mais tu sais pourquoi ils ne communiquent pas? C'est que c'est du B2B. OK. C'est ça le Le problème. cible, c'est quoi les détaillants? C'est pour ça. C'est du B2B. Mais en ce moment, le prix, il est Ouais. désespérément bas. Alors, C'est ça. est-ce que c'est le moment d'en acheter ou pas? Il faudrait que je passe une dizaine d'heures de nouveau pour étudier, pour Mm, regarder les AMA de l'équipe, etc. et décider si je veux en racheter plus. mm. C'est une bonne idée d'ailleurs, le gelato, hein, la technologie est réellement utilisée. Donc, Exactement. mais il faut que je vérifie s'ils n'ont pas été dépassés par un autre projet qui ferait la même chose et qui serait plus innovant. Mm, Je peux pas dire comme ça sans étudier si ça vaut la peine d'en acheter. Mais mhm. c'est sûr que si j'en achète, mon groupe privé, il sait exactement, pile au même moment, ce que j'achète. Exact. Ouais. Et puis, le deuxième point que tu as abordé, c'est les revenus. Moi, je pense que la façon dont on aborde la crypto ou la façon dont les projets se développent, les gens n'ont pas l'impression que une crypto, un projet, c'est une entreprise. Et une entreprise est faite pour générer des revenus. Et en crypto, on a plus l'impression que l'entreprise vit de ses jetons. Donc, pour moi, tant qu'une entreprise vit uniquement de ses jetons, c'est un peu une entreprise pérenne. Donc, il viendra T'as toujours un raison, moment. c'est typiquement Ouais, XRP. C'est pour ça que j'achète pas XRP voilà. malgré qu'il y a un potentiel de faire des bénéfices magnifiques avec. Mais ils font que de vendre des tokens. Ils ne fournissent aucune fonctionnalité à la communauté. Et en plus de ça, pour utiliser leurs outils en B2B, la plupart du temps, il n'y a même pas besoin du XRP. Donc, c'est juste un narratif. C'est Donc, ça. voilà, je suis désolée. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont fans de XRP. Ouais. Et il y a des gens qui vont être fâchés contre moi. Je suis désolée. Mais bon, à part ça, ceux qui veulent faire du fric avec, et il y a sûrement moyen de faire du fric, mais moi, c'est pas mon truc. Il y a bien assez de gros poissons bien juteux qui passent sous mes yeux sans que j'ai besoin d'XRP. Mais ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Les tokens, pardon, les projets dont l'unique revenu, c'est de vendre des tokens, ça n'est pas pérenne parce que quelque part, c'est des Ponzi. Ils Exactement. dépendent des. Il y Tant a un qu'il n'y moment, a pas de nouveaux arrivants, c'est mort. voilà. Surtout quand ils auront épuisé les tokens. Quand il n'y a pas de nouveau Mm, arrivant, c'est mort. mm. Ouais, c'est ça. Et puis, parlant des tokenomiques, avant, j'étais un peu trop regardant sur, comme tout le monde, sur la quantité de jetons en circulation. Lorsque je voyais des jetons, mon choix était plus sur des projets qui avaient déjà une quantité vraiment épuisée. Et puis, je me suis rendu compte lors du précédent bull run que les jetons qui ont le plus performé étaient ceux qui sont sortis et qui avaient très peu de jetons en circulation. Par contre, ce sont ces jetons qui ont été le plus défoncés en bear market. Donc, Ok, là, j'ai une explication. euh, C'est comme si tu dis en été, il y a plus de noyades, en été, on mange plus de glace, et les gens qui mangent des glaces, ça provoque des noyades. C'est faux. C'est une mm, corrélation indirecte. Donc, mm, en fait, généralement, ceux qui ont distribué un petit pourcentage des jetons, c'est que c'est un projet plus jeune. Et mm, il se trouve que, non pas en quantité d'argent, mais en pourcentage de bénéfices, les projets plus jeunes montent beaucoup plus lors de la vraie montée de la bulle. mm, Donc, ils provoquent plus de hype en général, les projets plus jeunes, et donc ils font monter en pourcentage plus vite les gains dans les portefeuilles. C'est pour mm, ça. Mais c'est pas parce qu'ils ont distribué de moins de tokens, non. C'est juste parce mm, que cette montée-là, la montée comme on a eu par exemple début 2021, mm. en avril, mai, etc., eh ben, elle était sur une courte période. Et donc, le fait Exact. qu'ils aient distribué peu de tokens à ce moment-là et qu'ils continuent à distribuer des tokens, donc ça fait une pression à la vente,
Si tu étales ça sur une année, ça fait une grosse pression à la vente si on n'est pas en bull Ouais. market. Ouais, Une période comme maintenant, ça fait une grosse pression à la vente. Mais lorsqu'on est dans une montée qui est relativement pentue, eh bien, à ce moment-là, ça a peu d'impact parce qu'on est sur peu de temps, donc peu de tokens distribués. c'est ça. C'est Ouais, mathématique. ouais, ça fait du sens. Alors, et si on parlait de la situation de Binance, on a vu récemment Ouais. CZ qui a été forcé de démissionner. Bah, c'est ce que tout le monde a compris. Ouais, Est-ce que finalement, le marché n'a même pas réagi? Du moins, est-ce que c'est pas une nouvelle que le marché attendait tellement longtemps? Est-ce que le marché n'évoluait pas avec cette épée de Damoclès de Binance au-dessus de la tête? Et cette nouvelle est venue comme délivrer le marché éclairci ou plutôt c'est ça. c'est encore très flou? Comment est-ce que toi tu perçois la chose? Oui, alors effectivement, c'était, bah, tu connais Buy the Rumor, Sell the News. Là, c'était la même chose, mais à l'inverse.